nayelaki kitoko na yo na bomengo, lelo nalembi na ngai yo, lelo nalingi na ngai liberté. Okoki kosomba ta avion, nakozonga te olakei libela. Nayelaki kitoko na yo na bomengo, lelo nalembi na ngai yo, lelo nalingi na ngai liberté. Okoki kosomba ta avion, nakozonga te olakei libela. Ben, je suis installé ici en Dordogne juste depuis 1 an. Juste depuis 1 an? Oui, mais les semences, ces semences de tomates, Okay. je les conduis depuis 2014. D'accord, donc ça fait 10 ans. Oui, je les ai conduits au Cameroun, je les ai amenés ici et je les ai produits dans comment on appelle, dans la Seine-et-Marne. Okay. J'ai produit à Paris, j'ai produit dans le Maine-et-Loire et je suis revenu ici avec. C'est ça. Donc c'est tout un processus parce que je connais quelle est la place de la résilience dans la culture. Donc la graine de départ, elle vient d'où? La graine de départ, c'est une très bonne question. C'est l'occasion quand même de dire merci à Cocopelli. Oui, il faut être honnête. Quand j'étais au Cameroun où je conduisais ces expériences, Cocopelli nous a offert 39 variétés de tomates. Et qu'est-ce que j'ai fait? Sur les 39 variétés de tomates, je n'ai pas voulu retenir le nom. Je les ai mis dans le champ et il est arrivé qu'il y a 6 variétés qui ont survécu. Et c'est ces 6 variétés que je produis, que je continue à produire jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois aussi, je découvre des variétés qui me... Parce que vous voyez, celle-ci, c'est un peu comme de la Roma, on va dire. Oui, oui. Mais sauf que c'est plus ferme. Ouais. Et la pomme que ça résiste même... Bon, les attaques des insectes, on n'en a pas beaucoup. Donc je ne peux même pas parler de ces attaques des insectes. Et donc au Cameroun, toi, qu'est-ce que tu faisais? Au Cameroun, je suis allé au Cameroun en 2014, de 2014 à 2020. Tu es originaire de là-bas? Je suis camerounais d'origine. Et c'était dans le but de la promotion de l'agriculture biologique. Okay. Et il a fallu donc mettre en place ce qu'on appelait des sites d'expérience, c'est-à-dire que d'expérimentation. Voilà. Et j'en ai produit à Tchang, à Bafoussam, et ainsi de suite. Hein. Et j'ai eu quand même le grand plaisir d'accueillir le professeur Marc Dufumier dans un des sites d'expérimentation et qui m'a fait l'honneur de m'adresser ses félicitations. Donc, il y a un travail qui a été quand même bien fait là-bas. Les résultats jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y a un ingénieur agronome à qui je rends vraiment beaucoup d'hommages, Nanfa Magellan, qui continue à développer de la pépinière et qui continue à entretenir ces semences au Cameroun aujourd'hui. Et avant 2014, alors qu'est-ce que tu faisais? Avant 2014, j'étais... Voilà. Avant 2014... On veut tout savoir. Oui, non, c'est tout à fait normal. Avant 2014, j'ai pris connaissance de l'agriculture biologique en 2008, quand j'étais au Bénin. Donc, je me suis exercé et après... Tu étais déjà agriculteur? Je n'étais pas agriculteur, non. Voilà. En fait, je suis allé au Bénin pour une mission humanitaire qui avait pour objectif et conduite et soutenue par Emmaüs. C'est l'occasion de leur rendre hommage. Emmaüs Liberté. Donc, le but de la mission, c'était de mettre les hommes debout. Une philosophie qui a toujours été portée par Henri Le Boursicot, un éminent membre du mouvement Emmaüs, que les gens ne connaissent pas beaucoup. Mais la vérité, c'est que celui qui a conçu la charte du mouvement Emmaüs. Comment il s'appelle, tu dis son nom? Henri Le Boursicot. Voilà. Et la vérité aussi, c'est qu'il a, comme il le dit, il a aidé à construire plus de communautés que l'abbé Pierre. Enfin, c'était le bras droit de l'abbé Pierre, mais vraiment l'homme de l'ombre. Donc, avec le mouvement Emmaüs qui m'a vraiment permis de m'intégrer en France et très rapidement, je me suis senti une certaine dette morale. Et il fallait la payer. C'est la raison pour laquelle je suis allé, c'est la raison pour laquelle je suis allé au Bénin pour pouvoir donc, dans le cadre de cette mission, aider les gens à vivre de leur métier. Parce qu'Henri Le Boursicot avait une philosophie qui était celle de pouvoir mettre les hommes debout. C'est-à-dire leur permettre d'avoir un métier qui puisse leur permettre d'être libres, indépendants et capables de se prendre en main. Donc quand je suis au Bénin, le Bénin qui est très réputé en artisanat, on commence par l'artisanat. Et un jour il me dit, Paul, les gens qui sont en plus en difficulté, c'est les paysans. Et le métier des paysans, c'est l'agriculture. C'est en ce temps quand je me dis, bon,
comme je suis venu pour aller vers les gens plus en difficulté, il fallait aller donc vers le paysan. Et avec beaucoup de chance, et il faut le dire, il y a la structure qui s'appelle Ecodis, qui est en Vannes, qui en même temps nous dit, j'ai besoin des éponges du Loufa. Et les éponges du Loufa, ce que je souhaite, c'est que ça soit cultivé en bio, c'est-à-dire sans intrants chimiques. C'est en ce temps que je pose la question de savoir qu'est-ce que ça fait le bio. Et je commence donc à produire le Loufa sans intrants chimiques, donc en bio. Aujourd'hui, il y a une grosse structure qui est montée au Bénin grâce à cette action. Et Marius a également acheté presque 15 hectares de terrain qui y sont. Donc, quand je fais donc l'agriculture, je travaille, je commence à bien m'intéresser. Après, je me dis, bon, il va falloir que je puisse quand même bien connaître ce métier. Je rentre en France et je m'en vais donc être, comment on appelle, encadrant technique dans le chantier d'insertion qui s'appelle Plein de Vie et qui a pour métier d'activité d'insertion l'agriculture biologique. Donc, c'est ainsi donc, que je suis arrivé à l'agriculture biologique. Donc, de 2010 à 2012, j'étais encadrant technique à Plein de Vie. Et de 2012 à 2013, j'étais encadrant technique à Espérer 95, un autre chantier d'insertion, et qui s'occupe des personnes en aménagement de peine, c'est-à-dire qui préparent leur sortie de la prison. Et c'est ainsi donc ils m'ont permis de faire une formation en écologie. C'est là où j'ai fait une formation de 3 mois qui m'a valu quand même un diplôme d'écolo. Et j'ai compris vraiment quelle était la complémentarité entre l'agriculture et l'écologie. De tomates pour pouvoir avoir certains croisements. Et à partir de là, on sort des spécificités comme ça. Donc c'est ça le truc. Et ces tomates aussi, comme vous l'avez vu, le mildiou, je ne le connais pas. D'accord, donc là, tu n'en as pas. Non, t'en as jamais. Mais vous allez regarder. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Même les tomates qui sont à l'extérieur. Même les tomates, et surtout ces tomates à l'extérieur, il y a les pieds de courgettes qui étaient là, qui ont attrapé le mildiou, mais ça n'a pas affecté les pieds de tomates. D'accord. Et tu expliques ça par la variété qui est devenue résistante Voilà, c'est ça. Ça s'explique pas autrement que le développement de la résilience. Parce que tant qu'on développe la résilience, on se met à l'abri des différents traitements. C'est de quoi il s'agit. Et la résilience ne se développe qu'avec le temps. Donc, c'est le temps et les milieux qui peuvent permettre à la plante de développer la résilience. Rappelle-nous. Je goûte. Ouais. Oui, elle est bonne, mais l'autre, c'est le top des tops. Ah oui. Et voilà. Et ça me rappelle un fruit. Oui. Et ça, c'est très croquant. Ça me rappelle un fruit. Je ne sais pas lequel tout de suite. Voilà. Mais bref. Et alors, vas-y, parle-nous de celle-ci. Voilà, ici, le nom, c'est... Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Si je pouvais lui donner... C'est la tomate de Paul numéro 2. Non, ben celle-ci, l'histoire est vraiment pertinente. En fait, c'est que j'ai ma belle-fille, pardon, j'ai ma belle-fille qui, sachant que je suis agriculteur, elle a des pots de fleurs dans son salon. Et les pots de fleurs est en train de pouvoir de mourir. Elle me dit, ben voilà, est-ce que tu peux me les réanimer, les rendre plus vivantes? Je dis oui. Je prends donc, je vais et parce que pour donner vie à la plante, ce n'est pas de la magie. Hein. Il faut seulement lui apporter la matière organique nécessaire. Donc, j'ai apporté, donc, je suis allé dans mon jardin, puisqu'il était encore en banlieue parisien. Mon jardin était une véranda, comme ça, c'est-à-dire que j'ai construit des bacs dans lesquels je mettais la matière organique. Et à la fin, donc, c'est-à-dire quand je remets la plante, ses fleurs, un jour, je viens, je vois qu'il y a une tomate qui a germé dans des pots de fleurs. Ouais. Et je lui demande donc. Et c'est ça ce qui est terrible, c'est qu'on était autour du mois de juillet. Mais ça avait une certaine taille, mais ça n'avait pas encore porté des fruits. Et je me suis dit, cette plante a résisté, cette graine a résisté à l'hiver. Donc, elle doit avoir une résilience assumée et quelque chose de particulier. C'est en ce temps donc que je décide de la prendre. J'arrive quand j'étais dans le Maine-et-Loire, je la mets en pleine terre
et je couvre avec du film plastique. C'est ainsi donc que j'ai pu récolter les graines de cette tomate. Bon, comment l'appeler? Toujours est-il dit que... Moi, j'ai trouvé le fruit que ça me rappelle, c'est le litchi. Ah oui, d'accord. Incroyable. Ouais. Vas-y, goûte. Vraiment. Tu vas voir. Elle a goût de litchi. Tiens. Ce caméraman aussi, il a le droit de goûter. Oui, bien sûr. Donc c'est comme ça. Et là, bon, les semences, j'en ai. Bon, hein. Donc c'est un peu ça. Parce qu'en fait, le sol est capable de nous restituer tout ce qu'on veut. Hein. Et là, vous avez vu comment ça se porte là. Maintenant, on va aller voir les plants. Ok. nawelaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yo lelo nalingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela. Mais par contre, en termes de goût, ça c'est le top. Je dis en termes de goût, il est magnifique. Ah oui. Ouais. Ah oui, en termes de goût, il est magnifique. Bruno, tiens. Et je cherchais quelles étaient les méthodes pour pouvoir alléger la pénibilité en agriculture biologique. La première pénibilité étant le labour, la deuxième étant le sarclage, le désherbage. Ces buts de culture, c'est quoi? Ça dit que c'est un ensemble d'humus. Donc, c'est un ensemble de constituants végétales. Donc, il est question de construire des couches, des bandes, telles que vous êtes en train de voir, mais totalement faites avec de la matière organique. Voilà, c'est-à-dire, je prends de la matière végétale qui pouvoir je les assemble pour pouvoir construire ce que j'appelle les planches de culture. Parce que quand tu es arrivé, le sol, il y avait quoi ici avant? Le sol, là, depuis 2014, il n'y avait plus rien. Ça, ça dit que le sol, donc, dans le but de pouvoir construire ça, il y avait, je voulais gagner en temps. J'ai fait donc, on a fait passer une déchaumeuse sur toute la planche, sur toute la surface. Il était question maintenant de pouvoir construire les bandes de permaculture. Et elles devaient être faites avec du compost, du BRF et du fumier. Et il s'est posé maintenant le problème de transport. C'est ça le problème. Voilà. Comment rassembler toute cette matière. Voilà. Ce qu'il faut comprendre et ce que les gens doivent observer, quand vous prenez du compost, qui est de la matière organique, mais vous posez là, aucune herbe ne pousse dessus. On est d'accord. Et quand bien même vous mettez une graine et qu'elle pousse, pour l'arracher, c'est du 1+1. Et donc, pourquoi donc la Dordogne? La Dordogne, en termes de matière végétale, elle est assez riche. Mais le scandale, c'est que tout le monde semble indifférent. Oui. Je ne sais pas pourquoi cette indifférence. Parce que, non, imaginez-vous qu'on se met à nettoyer, je n'ai même pas dit couper, à nettoyer les forêts qu'on a là. Je m'en vais dans les scieries ici. Je vois les débris végétaux, des écorces de bois qui sont balancées à gauche, à droite. C'est vrai. Oui, et parfois aussi il y a des théoriciens qui viennent parler de la fin d'azote. Bon, je leur donne le crédit que c'est vrai. Mais au niveau des fermes qu'on a en Dordogne, il y a de quoi récupérer du fumier ou bien le purin de fumier pour pouvoir compenser ça. C'est-à-dire que vous mettez les écorces et vous versez ça dessus, on n'en parlera plus jamais de manque de fin d'azote. Donc toi, pour l'eau, comment ça se passe? C'est un réservoir, c'est quelque chose? Pour l'eau, ça a été une très grande difficulté. Bon, je m'en doutais bien parce qu'en fait, quand on a de la matière organique, c'est un palliatif à l'arrosage. Et cette année, j'ai fait quand même l'expérience de cultiver des tomates sans arrosage. Du tout. Du tout. Et avec de très bons résultats. D'accord. Pas celle-ci, c'était sur l'autre champ là-bas. D'accord. Voilà. Donc, il y a ici, donc, en ce qui concerne de l'eau, ça a été quand même une très très grande difficulté pour un début. Mais là, on a construit une bassine, comment on appelle, un étang. C'est ça, oui. Un truc de rétention d'eau là. Oui, on a bassin de aménagé rétention. un bassin, voilà, on a aménagé un bassin de rétention là-bas au fond.
Ça va. Et oui, et c'est l'occasion aussi parce que là-bas, j'ai amené des graines de haricots. Parce qu'en fait, le travail que je fais, c'est beaucoup plus un travail de recherche. C'est la raison pour laquelle c'est un peu souvent très difficile. Parce que les résultats ne sont pas conséquents de l'effort, mais en termes d'utilité, ils sont importants. C'est ça. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait voir pour voir exactement. Oui. Et on va peut-être faire un tour là-bas pour pouvoir voir exactement. Si tu veux, oui, on va faire un tour là-bas pour voir exactement comment ça se présente. Et tu nous parles de tes courges alors. Mais bien sûr. Voilà. Là, j'ai entre les mains la cabocha, qui est en résumé un potimarron, à la seule différence qu'il a un goût de châtaigne et qu'il est assez moelleux. Donc ça, c'est un peu comme si vous mendiez, vous consommiez de la patate douce. Et sur cette main, c'est la cabocha qui a eu un croisement avec du potimarron. D'accord. Donc, et bon, la saveur, Dieu seul sait, il faut pouvoir la consommer pour comprendre. Et c'est vrai que celle-ci, elle a vraiment le goût de châtaigne, hein. C'est incroyable. C'est ça, c'est ça. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a ce goût de châtaigne, parce que je les présente à deux. Pourquoi on a ce goût de châtaigne, mais il est plus doux. C'est-à-dire il est moins moelleux que celui-ci. Donc, la raison, c'est que si on veut manger en légumes, ça c'est idéal. Si on veut faire en soupe, ça c'est idéal. Mais toujours est-il dit qu'en termes de saveur, les saveurs sont très bonnes. Et une chose qui est importante par rapport à ça, c'est que le climat de la Dordogne permet de produire. La preuve, c'est qu'ici au marché, vous n'arrivez pas à vendre une courgette parce que tout le monde en a. En fait, comme tout bon cucurbitacé, ça a besoin d'un sol riche, surtout beaucoup plus riche en fumier. Et en arrivant là, vous avez traversé à votre gauche, quand vous venez, des vaches qui sont là. Oui. Ben, ce terrain-là, c'est-à-dire, imaginez-vous que l'an prochain, on s'en va cultiver ces courges là-dessus. Le seul livre que j'ai acheté, oui, c'était le livre de Bourguignon sur la terre. Et j'ai voulu comprendre. Et comme il explique, je me permets de le transmettre une fois de plus, le sol représente 95% dans le système, le phénomène de la photosynthèse, et l'extérieur, la nature, 5%. Ce qu'il précise également, c'est que ces 5% et les 95% ont la même, ont pratiquement en termes d'apport l'égalité. C'est-à-dire que si vous soustrayez les 5%, vous n'avez rien. Vous soustrayez les 95%, vous n'avez pas de résultat. Et là maintenant, c'est dans ce phénomène dont il parle des 95%, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas d'autre chose que d'apporter au sol de la substance minérale qui va permettre à la réalisation de la photosynthèse qui demande la substance minérale, de l'eau et de l'énergie. L'énergie étant cet apport sur le soleil. Donc, et quand maintenant que les gens écrasent le sol comme ils sont là, le sol devient quoi alors? Je pense qu'il y a un manque d'information avec des agriculteurs, voilà, qui sont passés par des écoles, je pense, qui les formatent et tout, et il y a un manque d'informations réelles et concrètes. Non, ça je serais obligé de dire. Non, c'est pas. C'est par rapport. Qu'ils savent? Non, pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'on n'a même pas voulu qu'ils sachent. Nakoma libre. Utanga na yo toswana bandeko kangela ngai elongie. Nakoma libre, nakoma libre, nakoma libre. Alors on est arrivé avec ce fameux haricot dont tu nous parlais tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il a un nom déjà? Parce qu'avec toi, c'est pas évident. Il y a un nom, il n'a pas de nom. Eh ben, si on veut lui donner le nom, on doit l'appeler le haricot de Magba. D'accord. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, dans le cadre de la promotion de l'agriculture biologique, je suis allé dans un village dans le Nyon et j'ai trouvé ce haricot. C'est-à-dire que
pour m'accueillir, ils ont préparé ce haricot pour pouvoir pour qu'on mange. D'accord. Et j'ai trouvé le goût tellement délicieux. Ouais. Et non pas seulement que le goût est délicieux, mais vous voyez les graines, c'est-à-dire que c'est aussi beau. Hein? Ah oui. Ah Ouais. oui. Vous voyez les graines? Ah ouais. Et Ah oui, c'est rosé. oui, c'est un super. peu comme des lentilles. Oui, c'est ça. On pourrait, oui, penser à ouais, C'est ça. des Et lentilles. la particularité, c'est que quand je m'en vais regarder sur Internet un peu par rapport à ce que c'est une légumineuse qui est assez riche. Mhm. Et la production, comme nous avons sur la table là, c'est la production que j'ai faite ici. J'ai semé 3 variétés d'haricots à écossais, dont celle-ci et les 2 autres. Et sans arrosage toujours d'habitude, comme d'habitude. Mhm. J'ai constaté que celle-ci arrivait à maturité très vite, jusqu'à ce que j'ai récolté ce qu'on a. Et les autres ne sont arrivés à maturité même que lorsque j'avais déjà récolté tout ça. Et la production n'a rien à voir plus que sur la prose que sur les autres, sur les plants de 50 mètres. Je ne pense pas avoir récolté quelque chose parce que d'abord ça présentait une nature qui n'était pas bonne parce qu'il fallait allier l'arrosage et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ce qu'on peut retenir de ça, c'est que c'est d'abord une légumineuse précoce. C'est le fourrage, parce que ça donne un fourrage énorme. Et aussi, dans ce village, on mangeait les feuilles qu'on mange, comme si on mangeait aussi les graines. Et le fourrage, j'imagine aussi pour les animaux. Ben, très évidemment. Mhm. Parce que on va aller voir, c'est-à-dire qu'une graine comme ça, un pied peut couvrir plus de cette plante, plus de cette table, une surface supérieure à cette Ah oui, table. c'est incroyable. Ben, j'ai dit un pied. Oui, oui. Ça, c'est ce que j'ai récolté sur à peine 3 pieds. Et là, maintenant, dans les prochaines... Parce qu'en fait, comme on dit, en termes de fourrage, on va aller là-bas, vous allez voir un peu ce que ça fait comme fourrage. Hein. Mhm. Utangai na yo tokabwana bandeko na zuwa ya ngai ndako e. Utangai na yo tokabwana bandeko nakoma libre. Le cadre est très approprié parce qu'il y a certaines pollinisations dont nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants qui agissent. Ce qui est assez fou, c'est que tu dis donc que ces tomates-là, tu les as pas arrosées jamais, alors que en plus, il n'y a pas d'ombre, rien du tout. Il n'y a pas d'ombre. Ils sont en plein soleil tout le temps. Et j'en ai récolté de très belles. Hein. Ça, c'est les Là, derniers. on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. C'est incroyable. Ce qu'il y a que comprendre, c'est que sans amendement, je n'ai apporté aucun apport en matière organique. Là, pas du tout. Très honnêtement. Ici, tu as fait que des tomates ou tu as fait autre chose? Non, en fait, cette tomate-ci, c'était pour pouvoir avoir de la semence. Ah oui, d'accord. Oui, parce que là-bas, il y a eu les pommes de terre. Oui. Les courges, là, on les a ramassées ici. D'accord. Il y a encore d'autres courges là-bas. Et tout à l'heure, on va aller voir le célèbre haricot et comment ça se présente là-bas. Donc, et je vous vais parler d'une tomate de chez moi, là. Donc, je ne sais pas. Ben, comme j'ai dit, le goût est prononcé. Si tu veux le goûter, tu le goûtes. Ben, donc, apparemment, il doit avoir vraiment des valeurs nutritives importantes. Elle est plus... Prononce, voilà, tu vois. C'est ça. Ouais, elle est... comment je pourrais dire? Et tu vois, le goût va rester. C'est ça. On a le goût qui reste. C'est Ouais, un arrière-goût qui est entre très... amer et... C'est ça, hein? Amer et autre chose. Oui. Mais, ouais, ça reste. Hein. Ouais, sauf que là, c'est une des... Il s'étale. Et ça un peu comme fait... la courge. Et il fait du fourrage. Hein. Et il fait du fourrage. Et Parce en plus, il protège le sol au Voilà, final. Parce oui, que... il protège très bien le sol. Hein, c'est ça, il protège le sol. On est là parce qu'il faut bien mentionner qu'on est là, on est quand le 10 octobre. Ouais. Le 10 octobre en plein air. Hein. Ouais. Nawelaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yo lelo nalingi na
na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela naelaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yoko lelo nalingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela naelaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yoko lelo nalingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela oka ngai na yo tokabwana bandeko nakoma libre uta ngai na yo toswana bandeko kangela ngai elongi nakoma libre nakoma libre nakoma libre